actualité éditoriale quand même importante, sur un an, 3 livres. Il y a un peu moins d'un an, Le Monde nazi, écrit avec Christian Ingrao et Nicolas Patin. Les Irresponsables, au mois de février, paru chez Gallimard. Et là, vous sortez plutôt une bande dessinée, une adaptation de votre essai Libre d'obéir, qui était paru en 2020, donc qui est adapté en bande dessinée, qui sort pour cette rentrée littéraire. Si vous êtes aujourd'hui à l'Agora, c'est justement pour parler de cette dynamique qui s'est mise en route dans l'Allemagne entre 1930 et 1933. C'est l'objet de vos recherches et de votre essai, donc les Irresponsables, et dans lequel finalement on apprend beaucoup de choses. Alors c'est un livre d'histoire très, très documenté, très sourcé, qui éclaire la mécanique qui se met en route dans les dernières années, les derniers mois qui portent les nazis au pouvoir. On apprend beaucoup en histoire que les nazis ont conquis le pouvoir démocratiquement, sont arrivés, ont fini par remporter une majorité pour enlever la chancellerie. Votre livre démontre sans ambiguïté qu'évidemment ce n'est pas le cas. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et justement, ma première question serait pourquoi justement cette affirmation, cette croyance est inexacte, Johan Chapoutot. Merci pour l'invitation, merci pour votre présence à toutes et à tous. Merci de tout cœur pour le caractère très chaleureux de l'accueil. On n'a pas l'habitude, quand on est historien, on est très seul dans son coin, dans les archives, dans les bibliothèques, et puis chez soi à travailler. Mais ensuite, on se rend compte que ce que l'on fait, parfois, répond à une demande sociale. Une demande sociale d'élucidation du moment que l'on est en train de vivre, et notamment des processus qui sont en cours du point de vue politique. Et il se trouve que les interfaces habituelles d'élucidation dans les médias, sur les plateaux de télé par exemple, font beaucoup référence aux années 30 pour essayer d'expliquer ce que nous vivons depuis une vingtaine d'années, depuis la crise des subprimes, on va dire, voire avant, puisque le thème du retour des années 30 était déjà très présent dans les années 80, en Allemagne comme en France. Et ce que l'on raconte sur cette autre agora, qui n'est pas celle-ci, mais qui est celle, on va dire, des médias installés, est faux à propos de l'Allemagne des années 30, puisque soit on est tributaire de ce que les nazis eux-mêmes ont dit d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils avaient pris le pouvoir de malforce, qu'ils avaient conquis un édifice, qu'ils avaient pris d'assaut une forteresse. Ça, c'est le discours qu'ils ont tenu sur ce moment du 30 janvier 1933 où ils n'ont rien pris puisque le pouvoir, on leur a donné, et on leur a donné véritablement, on leur a offert sur un plateau. Et l'autre discours que l'on entend, c'est celui de l'arrivée démocratique, légale et inéluctable des nazis au pouvoir, avec une consécution mécanique qu'on nous enseigne d'ailleurs dans les manuels scolaires, qui est que la crise financière entraîne la crise économique, qui entraîne la crise sociale, qui entraîne ensuite la fameuse montée des extrêmes, et les deux étant assimilés évidemment, la montée des populismes, etc. etc. Alors tout ça est faux, mais ça a une fonction sociale. La fonction sociale et politique, c'est de faire porter le soupçon sur le suffrage universel. Attention, le suffrage universel peut se révéler dangereux parce que les masses, les gueux, les prolétaires votent mal. La preuve, ils ont élu Hitler. Alors que Hitler n'a jamais été élu à aucun mandat et les nazis n'ont jamais gagné aucune élection nationale en Allemagne entre 1928 et 1933. La deuxième fonction sociale et politique, ou médiatique, c'est de faire porter non seulement le soupçon sur le suffrage universel, mais ceux qui exercent le suffrage universel, c'est-à-dire les dites masses. Et les masses sont ignorantes, sont peu éclairées, et donc votent fasciste. Or, je le dis dans le livre, en me référant aux travaux de mes collègues historiens, je n'ai rien inventé, je leur rends hommage et je les cite abondamment,
il y a des études de sociologie électorale qui montrent très bien que la corrélation qui existe entre le fait d'être ouvrier, d'être chômeur et le fait de voter nazi est une corrélation négative. Ce qui veut dire statistiquement que plus vous êtes ouvrier, plus vous êtes chômeur, moins vous votez nazi. Il y a d'autres déterminants au vote nazi qui sont déterminants confessionnels, régionaux, mais qui n'ont rien à voir avec le fait que des masses ouvrières auraient voté nazi. Ça, c'est faux. On le voit très bien d'ailleurs aux dernières élections véritablement libres qui ont eu lieu en Allemagne en novembre 1932. Le 6 novembre 1932, vous avez des élections nationales au Reichstag, au Parlement, et le bloc arrivé en tête est le bloc marxiste. SPD, c'est-à-dire social-démocrate, plus KPD, c'est-à-dire communiste. Le SPD se tasse un peu, recule, et le KPD n'en finit pas de monter, le Parti communiste n'en finit pas de monter. Alors ça peut paraître un peu artificiel de parler de bloc marxiste dans la mesure où le SPD et le KPD ne s'entendent pas bien à ce moment-là, pour des raisons qui ne sont pas celles que l'on dit d'habitude, on pourra peut-être y revenir. Puisque le KPD, le Parti communiste, avait fait des offres concrètes d'alliance avec les sociodémocrates qui avaient refusé. Donc autrement dit, aux dernières élections libres allemandes du 6 novembre 1932, vous avez 37% pour le bloc marxiste, si vous ajoutez 20% de SPD, 17% de communistes, et vous avez un recul des nazis, alors qu'ils sont toujours qui représentent toujours un segment important de l'électorat, puisqu'ils sont à 33%. Mais ils ont perdu en quelques mois, puisqu'il y a eu des élections législatives 3 mois auparavant, il y a eu une dissolution entre-temps, ils étaient à 37%. Ils ont perdu 4 points, ils ont perdu 34 députés, ils ont perdu 2 millions de voix. Ce qui est beaucoup au niveau national, mais c'est encore pire du point de vue nazi pour les élections locales, cantonales, municipales, qui ont lieu tout au long de l'année 1932 selon des calendriers décorrélés. On est dans un État fédéral, il y a des élections un petit peu tout le temps sur la République de Weimar. Et ce que l'on constate, c'est que ces élections-là, à l'automne 1932, qui se déroulent pourtant dans des forteresses nazies, la Saxe, la Thuringe, le nord de l'Allemagne, eh bien, les nazis sont en décrochage. Alors en décrochage, c'est de l'ordre du dévissage alpin, puisqu'ils perdent 10%, 20 points, 30 points, parfois 40 points. C'est-à-dire qu'à certains endroits, les nazis disparaissent de la carte électorale. Donc le constat, on va dire, socio-électoral concret, c'est celui-là. C'est le fait que les nazis sont en décrochage, eux-mêmes ont acté le fait que c'est terminé pour eux. Je le montre dans le livre, les sources le disent bien, Goebbels et Hitler font le constat qu'ils ont échoué, qu'ils n'arriveront jamais à prendre le pouvoir, qu'ils n'arriveront jamais à arriver au pouvoir, et par ailleurs, tous les observateurs et tous les acteurs de la vie politique allemande, qu'ils soient allemands ou internationaux, ont acté également ça. Léon Blum, on se souvient de ce fameux éditorial du Populaire, le 9 novembre 1932, Léon Blum écrit « Les nazis sont exclus du pouvoir, ils sont exclus de la perspective même du pouvoir ». Ce qui aujourd'hui nous paraît curieux, mais sauf que Léon Blum avait parfaitement raison à ce moment-là. Donc on se trouve face à un problème historique, qui est politique également, qui est que fin 1932, en décembre 1932, les nazis sont finis, et ils le disent eux-mêmes, on peut leur faire confiance pour l'analyse, et qu'un mois plus tard, le 30 janvier 1933, un gouvernement de coalition est formé avec un nazi à sa tête, Hitler, 2 nazis au gouvernement, Göring et Frick à l'intérieur, et 9 ministres qui ne sont pas nazis. Donc c'est un gouvernement de coalition entre la droite et l'extrême droite qui manifestement a été élaboré selon des procédures et des processus qui n'ont rien à voir avec le processus électoral. Et alors justement, qu'est-ce qui provoque ce retournement inattendu en janvier 1933 ? C'est quoi l'élément déclencheur finalement ? Ou l'accélération, on va dire ? Il faut revenir en réalité 5 ans auparavant, le temps d'un quinquennat. Il faut revenir à 1928. 1928, vous avez des élections au Reichstag, des élections législatives donc, et le SPD obtient le meilleur résultat de son histoire sous la République de Weimar. Il est à 30%. Le SPD, c'est-à-dire les socialistes. Le président Hindenburg, qui a été élu 3 ans auparavant, en 1925, et qui n'aime vraiment pas la gauche, et qui considère d'ailleurs même que les socialistes sont de dangereux marxistes, ce qui est assez osé comme perspective, mais enfin, c'est sa conviction, se retrouve la mort dans l'âme, obligé d'appeler à la chancellerie, c'est-à-dire la direction du gouvernement, un socialiste, un social-démocrate. C'est-à-dire qu'à l'époque, on respectait le résultat des élections. Il y a
circonstances sont intéressantes parce qu'il a mis 3 semaines à se décider, rappel des procrastinations un peu plus récentes, il a mis 3 semaines à se décider et il n'a jamais reçu le social-démocrate qu'il a nommé chancelier, c'est-à-dire Hermann Müller. Très rapidement, le patronat allemand, le RDI, qui est l'équivalent du MEDEF à l'époque, le Reichsverband der Deutschen Industrie, s'est mis en ordre de bataille contre le gouvernement, dirigé par un social-démocrate, parce qu'il y avait des avancées sociales, parce qu'il y avait un conflit, une grève terrible dans la Ruhr, lors de laquelle le gouvernement s'est interposé en faveur des ouvriers. Bref, le patronat allemand a décidé de renverser ce gouvernement. Et dans l'entourage du président du Reich, un petit aréopage de conseillers a décidé qu'il fallait en finir avec ce gouvernement-là, et donc en finir avec la démocratie parlementaire. La décision qui a été prise au printemps 1930, donc 2 ans après, ça a été de faire éclater ce gouvernement, qui était un gouvernement de grande coalition entre les sociaux-démocrates et la droite. Les listes de droite démissionnent, et on nomme, enfin le président nomme à la place un homme de droite, Heinrich Brüning, à la tête d'un cabinet de droite uniquement, et ce cabinet va mener une politique qu'on dit de déflation, c'est-à-dire une politique austéritaire. Donc concrètement, on va baisser les pensions, on va baisser les minima sociaux, on va baisser les prestations sociales, on va détruire l'État social et on va augmenter les impôts. C'était la manière la plus paresseuse de répondre à la crise économique qui se développait un peu partout, faire une politique de déflation. Brüning fait ça en Allemagne, les conservateurs britanniques font ça aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Hoover fait ça aux États-Unis, et Pierre Laval, puis Pierre-Étienne Flandin font ça en France. Ce gouvernement-là ne respecte pas la composition du Reichstag et va gouverner non pas avec le vote du Reichstag, avec le vote du Parlement, mais sur le fondement d'un article de la Constitution, qui est l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar, qui donne les pleins pouvoirs au président du Reich en cas de circonstances exceptionnelles. Les constituants de 1919 avaient prévu le cas possible où il y aurait des événements exceptionnels, une pandémie, invasion, catastrophe naturelle, que sais-je, qui viendraient requérir des pouvoirs extraordinaires de la part du président du Reich. Et le président social-démocrate Ebert, entre 19 et 25, avait à plusieurs reprises activé ses pleins pouvoirs. Sauf que là, Hindenburg va décider de signer des ordonnances d'exception, non pas pour faire face à l'extraordinaire, mais pour faire passer l'ordinaire du gouvernement, c'est-à-dire le budget. Les premières ordonnances d'exception sont une gigantesque artillerie juridique très lourde pour écraser des moustiques, en l'occurrence pour faire passer une taxe sur la bière, une taxe sur le tabac, etc. etc. Donc il y a un détournement complet de la Constitution, qui est un véritable coup d'État constitutionnel, qui fait réagir le SPD dans un premier temps. Le SPD vote une motion de censure, Brüning est renversé, mais Hindenburg décide de dissoudre le Reichstag tout de suite. Et c'est là que les choses deviennent frelatées, si vous voulez. Pendant que le Reichstag est dissous, et que le nouveau Reichstag n'est pas encore élu, il fait repasser les ordonnances d'exception, sans possibilité pour le Reichstag de les rappeler et de les contredire. Autrement dit, il y a un viol explicite, sinon de la lettre, du moins très ouvertement de l'esprit de la Constitution républicaine, démocratique et parlementaire de Weimar. Donc le but, c'est d'éviter la gauche, tout simplement, et d'éviter la gauche jusqu'au bout, parce que, in fine, de proche en proche, ces gens qui sont au gouvernement, donc le gouvernement d'un côté, le cabinet personnel du président de l'autre, vont estimer qu'il est raisonnable et qu'il est rationnel, au fond, de faire alliance avec l'extrême droite. Parce que pour faire barrage à la gauche, il n'y a jamais mieux que l'extrême droite. Et je crois qu'il y a aussi en jeu, dans les dernières semaines, une réforme agraire. Alors, effectivement, il y a plusieurs gouvernements qui se succèdent. Le gouvernement de Heinrich Brüning est en échec parce que la politique de déflation est une catastrophe. Brüning est remercié, enfin il est renvoyé de manière assez impolie d'ailleurs par Hindenburg au printemps 1932, également parce qu'il voulait mener une réforme agraire. Alors, pour vous indiquer les choses, il y a une très forte puissance en Allemagne à l'époque de la propriété terrienne, de la propriété agraire. Toute l'aristocratie de l'Est repose sur la possession de champs, de domaines et de forêts.
cette propriété agraire est en déficit permanent, parce que au fond, les propriétaires terriens ne vivent pas sur place, vivent à Berlin, sont des millionnaires un petit peu hors sol et vivant une vie mondaine, nationale ou internationale. Dès que Hindenburg devient président, il fait passer une soixantaine de textes réglementaires et législatifs qui vont attribuer des aides pécuniaires massives aux propriétaires de l'Est. Là aussi, ça rappelle deux, trois choses plus contemporaines. C'est-à-dire qu'on va mettre sous perfusion d'argent public des propriétés qui sont en faillite et qui ne sont pas mises en valeur par leurs propriétaires. Brüning, pour mettre fin à ça, voulait faire une réforme agraire. Comme les Gracques à Rome, sous la République romaine, c'est-à-dire lotir les grandes propriétés de l'Est et les attribuer à des chômeurs. On est à peu près à 20 millions de chômeurs à ce moment-là en Allemagne, des chômeurs qui partiraient des villes, donc ça ferait baisser la pression sécuritaire pour la droite et ça assècherait les mouvements révolutionnaires. Ils se nourriraient en autoconsommation et par ailleurs, d'un point de vue géopolitique, ça armerait les frontières de l'Est contre la Russie et contre l'URSS plutôt, et contre la Pologne. Comme on ne touche pas à la propriété agricole, Hindenburg, le président, est lui-même un grand propriétaire terrien, eh bien, il est renvoyé. Quelques mois plus tard, un autre chancelier, le général von Schleicher, qui pourtant avait tous les visas, si vous voulez, sur son passeport pour être bien accepté par l'élite patrimoniale et traditionnelle prussienne, puisqu'il est aristocrate, il est général, bon. Mais Schleicher, qui a un côté un peu gaulliste social avant l'heure, a compris qu'il fallait résoudre la question sociale et il veut lui-même faire une réforme agraire. Et au mois de janvier 1933, sur ce point-là précisément, il va achoper. C'est-à-dire qu'aux mêmes causes, les mêmes effets, le puissant lobby agrarien, la FNSEA de l'époque si vous voulez, va saisir Hindenburg, qui, comme pour Brüning quelques mois auparavant, va renvoyer son chancelier. Et c'est à ce moment-là que la combinaison qui va être retenue, alors que Schleicher voulait exactement le contraire, on pourra peut-être y revenir, la combinaison qui est retenue, c'est une alliance entre la droite et l'extrême droite. Je précise que cette alliance-là, elle existe déjà en Allemagne, puisque l'Allemagne est un État fédéral, ce sont 18 États fédérés qui ont chacun leur parlement, leur gouvernement, leur cycle électoral, et il existe déjà des gouvernements de grandes coalitions, coalitions conservatrices, nationales conservatrices, entre la droite et l'extrême droite, notamment en Thuringe, et on voit d'ailleurs que c'est le ministre nazi de l'Intérieur en Thuringe qui est nommé ministre de l'Intérieur du Reich. Les nazis d'ailleurs, je le précise, portaient une attention toujours toute particulière dans leur combinaison gouvernementale à demander toujours à la droite le ministère de l'Intérieur. Bizarrement. Ce qui rassurait la droite, parce que la droite gardait les ministères des adultes, l'économie notamment. Mais les nazis étaient intéressés par l'intérieur. Alors pour expliquer également, les nazis, même s'ils ne remportent pas la majorité, ils font quand même des scores conséquents. Pour expliquer un petit peu le climat qui règne dans l'espace public allemand à cette époque, vous consacrez un chapitre à un milliardaire nommé Alfred Hugenberg. Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement qui était ce monsieur et quelles étaient ses méthodes, notamment au niveau médiatique ? Alors là aussi, il faut remonter un tout petit peu en amont et voir qu'une des explications qui sont avancées pour expliquer l'arrivée des nazis au pouvoir, c'est une forme d'idiosyncrasie germanique. Le fait que les Allemands sont les Allemands, alors ils n'étaient pas contents à cause de Versailles, de toute manière ils sont militaristes, en plus ils sont revanchards, ils sont ultranationalistes, bref, c'est pas très étonnant qu'on soit passé du casque à pointe à la chemise brune. Or, lorsque l'on fait des études de démoscopie un petit peu sérieuses à l'époque, rétroactivement, fin des années 20, on se rend compte que les Allemands ne sont pas plus racistes, ne sont pas plus antisémites, ne sont pas plus bellicistes, ne sont pas plus nationalistes qu'ailleurs. Je pense ici à l'excellent livre de Vincent Tibéry, qui est paru il y a un an au PUF, sur le mythe de la droitisation française. On pourrait dire la même chose de l'Allemagne à la fin des années 20, et parler du mythe de la droitisation allemande. La population allemande ne veut pas
être méchant avec ses voisins, ne veut pas taper des juifs, ne veut pas assassiner des sociodémocrates. Il y en a, bien sûr, il y en a toujours, mais c'est une toute petite minorité. Et de cela, les grands patrons de la droite sont conscients, notamment un homme qui est oublié aujourd'hui, et c'est dommage, qui s'appelle Alfred Hugenberg, qui est véritablement le précurseur ou le pionnier d'un certain type de milliardaire médiatique que l'on a vu se multiplier à la fin du XXe siècle avec Rupert Murdoch, avec Berlusconi, avec désormais évidemment Bolloré, Sterrin et autres. C'est un homme qui, dès la Première Guerre mondiale, alors qu'il était investi plutôt dans la banque, plutôt dans les affaires agraires et plutôt dans l'industrie lourde de la Ruhr, il a décidé de changer ses investissements pour se consacrer à la presse. À la presse et au cinéma, puisqu'il a acheté 2 compagnies cinématographiques, l'UFA, qui est la grande compagnie allemande de cinéma, créée par l'armée allemande pendant la guerre et qui va ensuite faire la gloire du cinéma de Weimar. Et il achète également une autre compagnie qui s'appelle la Doillich, qui, elle, réalise des actualités cinématographiques, enfin le journal télévisé, si vous voulez, qu'on va diffuser au cinéma avant les films. Et par un système également d'abonnement où il arrive à élaborer un système où il livre des éditos, des rubriques toutes prêtes, il contrôle en Allemagne, au début des années 30, 1600 journaux. 1600 journaux, alors l'Allemagne est un pays de presse, un pays d'alphabétisation, c'est un pays de lecture depuis le XVIe siècle, on le sait, il y a 4700 journaux en Allemagne en circulation, tout compris. Il en domine, il en contrôle plus du tiers. Et évidemment, dans la presse de cet homme-là, le moindre fait divers impliquant un juif immigré de Pologne fait la une pendant 8 semaines. Par ailleurs, on mouline des éditos tous les jours, matin, midi et soir, parce que parfois il y a 3 éditions d'un même journal dans la journée. On mouline des propos décadentistes et angoissés sur la panique morale de l'époque, qui s'appelle le bolchevisme culturel, Kulturbolschewismus. Un isme qui ne veut pas dire grand-chose, mais disons que ça désigne, comme il y a le mot bolchevisme dedans, ça fait peur, ça désigne tout ce qui a trait à l'égalité des droits, à la justice sociale et fiscale, à l'émancipation des femmes, à l'émancipation des minorités sexuelles. Tout ça, c'est du bolchevisme culturel. Vous ajoutez évidemment la vie urbaine contemporaine, le cinéma contemporain, l'art moderne, voilà. Tout ce qui n'est pas bien, c'est évidemment l'équivalent fonctionnel du wokisme aujourd'hui. C'est-à-dire une espèce de nébuleuse effrayante que l'on ne définit pas, dont on ne connaît pas le contenu, mais qui en tout cas fait peur. In fine, ces libéraux autoritaires, c'est comme ça que vous les appelez dans votre livre, ont l'impression d'avoir fait un bon coup, une bonne affaire en mettant Hitler à la chancellerie. Au final, quel va être leur destin Alors, effectivement, vous avez raison d'insister sur le mot calcul ou le mot pari, parce que, effectivement, vous avez au pouvoir en Allemagne entre juin 1932 et décembre 1932, je mets Schleicher de côté. Vous avez un homme qui est chancelier qui s'appelle Franz von Papen. Franz von Papen, c'est un aristocrate, il est millionnaire, il a fait un très beau mariage, c'est un militaire de carrière qui s'est reconverti dans les affaires et qui est au croisement de tous les réseaux élitaires allemands, industriels, bancaires, agrariens, militaires et politiques. C'est un des fondateurs de ce qu'on appelle le Herrenklub, le club des seigneurs, qui est l'équivalent du dîner du siècle, si vous voulez, aujourd'hui. C'est un lieu de rencontre d'élite patrimoniale qui a été fondé à la fin de la Première Guerre mondiale pour faire face aux dangers de la gauche. Et cet homme-là a un projet libéral autoritaire. D'ailleurs, le terme de libéralisme autoritaire a été forgé à l'époque, en 1932, par un juriste allemand qui s'appelle Hermann Heller, pour désigner précisément la politique de von Papen. Libérale parce qu'elle est pro-patronat, c'est une politique de l'offre qui se présente comme telle et qui est théorisée comme telle. Donc on abandonne la question de la dette, on va rouvrir la dépense publique, mais non pas au bénéfice de la population, ce serait une politique de la demande, mais au bénéfice des producteurs et des patrons. Donc on va faire des subventions massives,
on va faire des crédits d'impôt, on va également déréguler le droit du travail et on va détruire de manière obsessionnelle l'État social, l'État-providence allemand. Donc ça, c'est le côté libéral. Le côté autoritaire, c'est que du point de vue de ces gens qui se considèrent comme l'élite de l'Allemagne, la démocratie apparaît incompatible avec la prospérité des affaires. C'est quelque chose qui a été répété il y a quelque temps par Peter Thiel, récemment. La démocratie est incompatible avec la liberté et la liberté des affaires. Il faut mettre fin à la démocratie parce que parfois, la gauche gagne. Et ça devient complexe, d'un point de vue réglementaire, fiscal, etc. Donc pour éviter ça, mieux vaut ne plus avoir d'élections, ou alors reconfigurer les élections de telle sorte que la gauche ne puisse plus jamais gagner. Donc on envisage le retrait du droit de vote aux femmes, puisque les femmes ont le droit de vote en Allemagne depuis 1919, donc ça doit être rappelé. Et par ailleurs, on imagine qu'on va donner un droit de vote familial au père de famille qui va voter au nom de son épouse et au nom de ses enfants, et qui aura même un bonus s'il est ancien combattant. Enfin bref, on voit ce genre de réflexions qui sont en cours aux États-Unis chez les républicains, ouvertement, pour éviter que les Noirs votent, que les femmes votent, et que les démocrates, de temps en temps, aient quelques succès. Et au-delà de ça, il y a l'idée qu'il faut instaurer une monarchie présidentielle, avec les pleins pouvoirs permanents au président du Reich, dans la perspective d'une restauration monarchique, parce que le président d'Hindenburg a 85 ans à ce moment-là, son espérance de vie commence à être un petit peu limitée, et donc on imagine un retour de la famille royale et impériale de Prusse et d'Allemagne. J'insiste là-dessus parce qu'il se trouve que cette constitution telle qu'elle est pratiquée à la fin de l'année 1932, avec ses objectifs de réforme autoritaire, cette constitution apparaît à certains juristes étrangers comme étant un modèle d'ordre, de stabilité, de pérennité. Le juriste Carl Schmitt travaille beaucoup sur ces questions-là. Il est lu par un juriste français qui est le professeur René Capitan, jeune professeur de droit public à l'université de Strasbourg, germanophone, qui lit l'allemand et qui trouve que ce que fait Hindenburg est la solution pour dépasser la crise démocratique qui a lieu en France avec l'excès de parlementarisme, dit-il. Et en décembre 1932, le professeur Capitan fait un article sur le rôle politique du président du Reich, où il trouve il approuve ce qu'il se passe en Allemagne, et il se trouve que René Capitan va être un compagnon de résistance du général de Gaulle et va être le véritable cerveau constitutionnel du général de Gaulle qui a inspiré le discours de Bayeux de 1946, mais aussi et surtout la Constitution du 4 octobre 1958, telle qu'elle a été élaborée pendant l'été 1958, essentiellement par Michel Debré et par René Capitan. Bien. Alors on a tout un tableau qui évidemment nous renvoie à notre époque. Vous l'avez dans votre propos depuis tout à l'heure, vous y avez fait plusieurs fois allusion. Donc on sait qu'en général les historiens n'aiment pas beaucoup commenter le présent, ou alors on peut leur reprocher régulièrement de comparer les époques, ça ne se fait pas, et dans le cas en plus des nazis, de les taxer directement de point de Godwin. Alors pour vous, est-ce qu'on peut se livrer à cette comparaison, à ces analogies, sans pour autant entacher la pratique de l'histoire? Alors, la comparaison, elle est pratiquée de manière tacite et permanente, sans le savoir. On est un petit peu les Monsieur Jourdain de la comparaison, dans la mesure où les questions de notre travail, les questions que l'on adresse au passé, sont par définition des questions situées dans notre genre, dans notre statut social, dans notre époque, dans notre géographie. Bref, et ça, c'est une banalité de le dire, mais toute histoire est contemporaine. L'histoire grecque antique est contemporaine, puisque désormais on fait l'histoire des femmes à Athènes, ce que l'on ne faisait pas il y a 50 ans. Désormais on fait de l'histoire environnementale romaine, ce que l'on ne faisait pas il y a 20 ans. Donc évidemment que le questionnaire que les contemporains nous adressons au passé est un questionnaire qui est situé, qui s'origine dans notre vie. Et de ce point de vue-là, je ne m'en cache pas dans le livre, et je voulais évidemment prévenir tout procès en souillure de
du caractère immaculé de l'histoire, hein, comme si certains en étaient dépositaires. Non, toute histoire est contemporaine et je ne me cache pas du fait que je me suis intéressé à ce moment libéral autoritaire et à ce glissement de ce que Pierre Cernat appelle l'extrême centre vers l'extrême droite en 32-33, parce que je suis un citoyen, un lecteur de presse, un électeur, et que je suis vaguement préoccupé par ce qu'il se passe dans mon pays depuis 2017 au moins. Voilà. Et cette démarche est une démarche parfaitement évidente et normale. Ensuite, à charge à l'historien de procéder honnêtement, je ne dis pas objectivement, parce que l'objectivité n'existe dans aucune science, y compris dans les sciences de la matière et du vivant, mais procéder honnêtement en faisant un travail de source très abondant, un travail historiographique très abondant, en lisant les collègues, en confrontant les points de vue, en se confrontant aux sources, et surtout en pensant contre soi-même en permanence. Parce que, de fait, on met à l'épreuve, et dans l'écriture c'est assez terrible, on met à l'épreuve ses propres idées, ses propres hypothèses qui achoppent parfois assez violemment sur les sources, et notre juge de paix c'est quand même la source, et la confrontation des sources. Il reste que là, on ne peut pas ne pas constater qu'on a dans la séquence 1930-1933 un moment assez paradigmatique d'évolution donc de cet extrême centre libéral autoritaire vers l'extrême droite, de collusion entre capitalisme et nazisme, de collusion entre la droite et l'extrême droite, qui ne peut pas ne pas non plus évoquer des choses pour le présent. Et je ne me cache pas non plus du fait que généralement les historiennes et les historiens se consacrent à l'étude du passé par un amour de l'art pour l'art, certains, mais aussi pour éclairer et aiguiser leur propre regard sur le présent. Le fait de s'intéresser au passé me permet, moi, mes collègues, de mieux comprendre des dispositifs politiques, économiques, sociaux, dans lesquels nous sommes pris et pour lesquels nous pouvons prendre de la hauteur et du recul et faire un pas de côté en nous intéressant au passé. Et le détour par le passé nous permet de mieux éclairer le présent de ce point de vue-là. D'autant plus que, je le disais tout à l'heure, il y a des catégories et des notions et même des réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont nées dans les années 30. Le début des années 30 est un moment matriciel pour nous, parce que les contemporains de l'époque font face à une crise financière qui devient sociale, économique et sociale. On invente la politique de déflation, qui est encore actuelle aujourd'hui, c'est la politique d'austérité. On invente la politique de relance par la demande et par le pouvoir d'achat, c'est la politique keynésienne, autre option pour aujourd'hui. On invente le néolibéralisme, ce sont des intellectuels, des universitaires allemands, l'université de Fribourg, qui travaillent à l'élaboration d'un nouveau libéralisme à partir de 1930. Et par ailleurs, outre ces notions et ces concepts, il y a un lien direct entre l'Allemagne de la fin de la République de Weimar et notre contemporanéité, qui est quand même notre constitution. C'est-à-dire que lorsqu'on se pose la question, et c'est à nous rendre fous en réalité, de savoir pourquoi, contre toute évidence, contre tout résultat électoral, contre toute rationalité scientifique, contre toute expertise et contre tout rapport de recherche, certains décident de maintenir un cap qui est désastreux à tous les niveaux et du point de vue de leurs propres critères à eux, c'est-à-dire des critères quantitatifs et budgétaires, avec un déficit aggravé de 1000 milliards en 7 ans, c'est quand même assez remarquable. Lorsqu'on se demande pourquoi et comment c'est possible, il faut voir que c'est permis par une constitution et des institutions qui s'inspirent de la pratique du pouvoir du maréchal Hindenburg et qui donnent tous les pouvoirs, quasiment tous les pouvoirs, à un seul homme. Je dirais que c'est quand même pire aujourd'hui, et là je renvoie aux travaux d'Eugénie Merriot, qui le montre très bien, des pouvoirs qui étaient partagés sous la Constitution de Weimar, c'est-à-dire qu'il y avait un contre-seing ministériel, pouvoir de dissolution, pouvoir de nomination du chancelier, les pouvoirs exceptionnels, étaient des pouvoirs partagés, avec un contre-seing. Eh bien, dans la Constitution de 1958, René Capitan a rédit les choses en faisant des pouvoirs propres du président, qui peut dissoudre, activer les pleins pouvoirs et nommer qui il veut sans contre-seing.
est-ce que cette partie de l'histoire allemande, pour ce qui concerne la gauche, ne doit pas aussi peut-être interpeller notre gauche à nous aujourd'hui? Alors oui, on en parlait tout à l'heure, au début, on a un peu mal en tant que démocrate, et en tant que sympathisant, électeur, militant, parfois de gauche, lorsqu'on regarde la situation à la fin de 1932. Parce que comme je vous le disais, lors des dernières élections libres, du 6 novembre 1932, la tendance qui est en tête, c'est le bloc marxiste, qui pourrait être, alors qui est à 37%, et qui pourrait même être au-delà de 50%, si en rêvant un peu, on y ajoutait le Zentrum, le parti du centre, qui était un parti républicain, qui s'était allié au centre-gauche en 1918-1919 pour faire la Constitution de Weimar. Malheureusement, ce parti a dérivé vers la droite, ne fait pas encore alliance avec les nazis, mais finalement va voter les pleins pouvoirs le 23 mars 1933 contre une promesse de concordat. Mais disons que c'est la gauche qui est en tête en majorité relative au moins. Il se trouve que les partis de gauche sont divisés entre un parti communiste qui est en progression continue, c'est le seul parti sur la période qui n'en finit pas de monter. D'où l'épouvante évidemment des cercles patronaux, agrariens, militaires et financiers, parce que on se souvient que 15 ans auparavant, c'est récent, il y a eu une révolution en Russie, que par ailleurs il y a eu une révolution en Bavière, avec une république soviétique en Bavière, qui a traumatisé les élites patrimoniales allemandes. Vous imaginez des kolkhozes en Vendée, c'est un peu l'équivalent. Si vous voulez. Bavière, c'est le lieu du conservatisme allemand par excellence. Et ce parti communiste, il est généralement pointé du doigt pour être le responsable de la faillite de la gauche, parce qu'il avait une ligne d'ultra-gauche, anti-social-démocrate, et qui se préoccupait plus de taper sur les SOSDEM que sur les nazis. C'est faux. Alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et c'est quelque chose que Trotsky a beaucoup expliqué. Trotsky qui avait un problème avec le KPD, et on le comprend, il était assez peu ami avec les staliniens, pour plein de raisons. Mais en réalité, le KPD, qui a de fait une ligne anti-social-fasciste, ça c'est très clair, fait une proposition d'alliance en avril 1932 au SPD. Alliance à la base, mais aussi alliance au sommet. Et c'est le SPD qui va refuser. La véritable tragédie de l'époque, et ça m'embête de le dire, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour le SPD allemand, qui a fait le droit de vote des femmes, qui a fait les accords de démocratie sociale du 15 novembre 1918, qui a fait la Constitution Weimar, etc., un grand parti et grande tradition ouvrière et intellectuelle allemande. Le Parti social-démocrate est à contre-temps sur toute la période. Et si on peut pointer, hélas, une responsabilité, c'est plutôt de ce côté-là que ça se situe. Dans un premier temps, les sociodémocrates, je vous le disais tout à l'heure, se sont opposés à Brüning, opposés au coup de force. Ils ont voté une motion de censure contre Brüning. Mais comme Hindenburg a dissous, ils se sont ravisés, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas recommencer pour reparaître devant les électeurs régulièrement. Donc ils ont adopté ce qu'ils appellent eine Tolerierungspolitik, une politique de tolérance à l'égard de Brüning. On va laisser Brüning faire, on ne va pas présenter de motion de rejet des ordonnances ni de motion de censure, parce qu'on va mener une politique du moindre mal. Das kleinere Übel, comme on disait à l'époque, la politique du moindre mal, ce qui pose toujours problème d'un point de vue philosophique, parce qu'on ne sait jamais où le pire s'arrête, si vous voulez, quand on adopte le moindre mal. Et au moment où Papen est renvoyé et que le général von Schleicher lui succède, en décembre 1932, Schleicher, qui est très conscient du problème social, invite les dirigeants du SPD en leur disant « Écoutez, je vais mener une politique sociale, je vais faire une réforme agraire, soutenez-moi, du moins sans participation, mais soutenez-moi. » Et là, le SPD répond « Désolé, mais on a fait ça pendant 2 ans, on a perdu les voix, les communistes ne cessent de grimper, il faut qu'on se refasse une crédibilité de gauche, donc on va s'opposer à vous, mordicus. » Autrement dit, au moment où il y avait une véritable analyse politique pour faire éclater le parti nazi, ce qui était le projet de Schleicher fin 1932, et pour mener une politique sociale qui revenait sur la dévastation opérée par Brüning et Papen, le SPD a été contre. Et pire que ça, au moment où les nazis arrivent au pouvoir, le SPD ne cesse de dire qu'ils se distinguent des communistes, qu'ils n'ont rien à voir avec les communistes, et il reste convaincus qu'en menant une tactique de l'égalité avec le pouvoir nazi, ils peuvent maintenir
quelque chose comme un espace politique public raisonnable en Allemagne. Et ils vont même jusqu'à voter une motion de confiance à Hitler le 17 mai 1933. Ce qui est ahurissant, parce que le 17 mai 1933, il y avait déjà des centaines de morts au compteur à gauche, et voter une motion de confiance au gouvernement nazi est absolument improbable. À l'époque, les nazis n'ont pas encore pris le pouvoir, on ne sait pas encore ce qu'il va se passer ensuite. Aujourd'hui, on le sait évidemment. Mais à l'époque, donc, la Shoah, en 1933, on n'a aucune idée que ça pourrait se produire. Alors, ce qui est très clair, c'est que les nazis sont des antisémites convaincus, rabiques, ils s'en sont jamais cachés, c'est un des fondements de leur vision du monde qui est belliciste, biologisante et complotiste. Mais par contre, les nazis sont malins. Et notamment Goebbels, qui est un des maîtres d'œuvre des différentes campagnes électorales des nazis de 1928 à 1933. Il y en a beaucoup des campagnes électorales. Au niveau du Reich, vous avez 3 élections législatives, vous avez 2 tours présidentiels, puis vous avez également toutes les élections dans les Länder, plus les élections locales. Et Goebbels a compris une chose, alors que lui-même est un antisémite fanatique, il a compris que le message antisémite flattait la base, on va dire, militante, typiquement SA du parti nazi. Ça faisait plaisir aux camarades, mais par contre, ça ne permettait pas de gagner des parts de marché électoral. Et si j'emploie ce terme-là, cette métaphore mercatique odieuse, c'est parce que c'est dans ces termes-là que les nazis réfléchissent, pensent et agissent. Ce sont des enfants de la société de haute consommation sous Weimar dans les années 20, ce sont des enfants de la publicité, de la modernité économique et commerciale, et ils raisonnent en part de marché et en marketing électoral tout à fait ouvertement. Donc il y a un bémol, voire une sourdine, qui va être mise sur l'antisémitisme à partir de 1930-1931, parce que ça ne marche pas. La population allemande n'est pas antisémite. D'ailleurs, Goebbels va à nouveau s'en apercevoir quand il sera au pouvoir, le 1er avril 1933. Vous avez un boycott pogromique à l'échelle du Reich, qui est un échec. Parce que malgré des SA qui sont postés devant les magasins, les gens rentrent quand même pour acheter dans des magasins ou des pharmacies juives. Donc Goebbels a bien compris que c'était non seulement inutile, mais en plus contre-productif. Et là, je travaille en ce moment sur les premiers mois de l'année 1933. Le mot juif n'apparaît pas jusqu'à fin mars dans les discours d'Hitler. Ça n'apparaît pas. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui ne marche pas électoralement. Alors, derrière tout cela, il y a quand même l'idée de se débarrasser des juifs, mais selon une politique médiévale, qui est celle de l'expulsion. Le slogan nazi qui a été mis un petit peu en sourdine, c'est Judenraus, les juifs dehors. Ce n'est certainement pas l'assassinat à l'échelle d'un continent. Ça fait appel à des processus, à des enchaînements qui sont ceux de la guerre, et notamment de la guerre à l'Est à partir de l'été 1941. Peut-être juste une dernière question pour conclure, puisqu'on doit laisser la place. De nos jours, l'extrême droite aussi a entrepris son entreprise de dédiabolisation. Apparemment, ça fonctionne toujours pour vous. Ça fonctionne toujours pour vous, cette politique de diabolisation, je veux dire, aujourd'hui, sur l'extrême droite d'aujourd'hui en France? Alors, les nazis avaient tenté même de se dédiaboliser à l'automne 1932, en mettant en sourdine l'antisémitisme, en s'affichant partenaire responsable, fréquentable, comme on dit en allemand, salonfähig, c'est-à-dire capable d'être produit dans les salons. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'automne 1932, quand il y a de manière insistante et répétée des conciliabules entre patronat, banque, cabinet présidentiel et nazis, pour élaborer une solution d'alliance droite-extrême droite, on envoie des gens qui sont, acceptables pour les médias de droite traditionnelle et pour la droite traditionnelle. On envoie Hermann Göring, par exemple, parce que Göring, c'est un grand bourgeois, très décoré de la Grande Guerre, qui est millionnaire et qui a ses entrées partout, dans tous les réseaux et dans tous les salons. On envoie Himmler, qui par son éducation propre a une maîtrise des usages et des codes sociaux
Et par contre, on évite d'envoyer Goebbels, qui est beaucoup trop intelligent pour ces gens-là, d'une part, et qui d'autre part a une préoccupation sociale qui dérange très fortement évidemment les capitalistes, les possédants, qui veulent faire alliance avec les nazis contre la gauche. Bien. Johan Chapoutot, merci. Est-ce que vous êtes plutôt vous trouverez au virage du livre Les Irrésistibles qui a porté Hitler au pouvoir. Donc le livre qui vous permet de comprendre vraiment toute cette période. Paru donc aux éditions Gallimard en janvier dernier. Johan, merci beaucoup.